Le Portugal au début des années 1970. Un pays marqué par la misère, l'oppression et des guerres coloniales meurtrières. Imaginez, un pays vit sous une dictature depuis un demi-siècle et du jour au lendemain, c'est terminé. Le 25 avril 1974, des militaires opposés à la politique coloniale renversent le pouvoir et transforment en profondeur la vie dans le pays. On risquait de se faire tuer si quelqu'un tirait. Ça aurait pu être la guerre civile, mais c'était un autre monde. Une révolution qui ressemble à une fête populaire. Ils avaient des œillets rouges dans le canon des fusils. Tandis que le pays est dans l'allégresse, des forces politiques du monde entier commencent à intriguer en coulisses. Dès le départ, on est dans une situation marquée par le conflit Est-Ouest. Dans l'ombre, chacun des deux États allemands tire les ficelles. Ce qu'on voulait éviter, c'est que les communistes s'emparent du pouvoir. Attentats, trafic d'armes, ingérence politique. Tous les moyens sont bons dans cette lutte pour le pouvoir. Si on s'était fait repérer, on aurait très bien pu y laisser notre peau. En pleine guerre froide, sur la voie de la démocratie, le Portugal vit l'un de ses étés les plus chauds. Cette histoire rassemble tous les ingrédients d'un thriller politique. Je suis arrivé et je me suis changé pour prendre mon service le 24 avril au soir. Michael Virgus est germano-portugais. Il a grandi sous le régime de Salazar. Cette nuit-là, il travaille à l'hôtel Sheraton de Lisbonne. J'étais affecté au service de nuit et je devais rester jusqu'au lendemain, jusqu'à 7 h du matin. On avait toujours la radio en fond sonore. Et tout d'un coup, une chanson censurée par le régime de Salazar et dont l'interprète était interdit de concert est diffusée sur les ondes. C'était la chanson Grandola Vila Morena. Vila Morena, terra da fraternidade. Cette chanson, composée par José Afonso, est un signal, celui d'un coup d'État militaire. La plupart des habitants sont très étonnés de l'entendre à la radio. Très peu savent ce que sa diffusion signifie. En seulement quelques heures, la plus longue dictature d'Europe de l'Ouest sera renversée. Il régnait dans l'hôtel une certaine nervosité. On ne savait pas ce qui allait se passer. Est-ce qu'il y aurait une guerre civile? Qu'est-ce que le Portugal allait devenir? 300 km plus au nord, à Porto. Alors qu'il est en train de cacher chez lui une machine à imprimer des tracts communistes, José Pacheco Pereira apprend la nouvelle du putsch à la radio. Un de mes amis avait une voiture et on est allé se mettre en lieu sûr. On s'est garé dans un petit bois pour écouter la radio et essayer de savoir ce qui se passait exactement. On avait du mal à comprendre qui était à l'origine de ce coup d'État. Aqui, posto de comando do movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas nas quais se devem conservar com a máxima calma. Des unités militaires de toutes les régions convergent vers Lisbonne. Parmi elles, le mouvement des forces armées,
le MFA, qui regroupe des militaires opposés à la politique du régime. Em cada rosto igualdade, Grandola Vila Morena. Les soldats occupent les centres du pouvoir et la station de radio. Quand les chars pénètrent dans Lisbonne, des milliers d'habitants sont déjà dans les rues. Beaucoup d'entre eux espèrent la fin prochaine d'une dictature qui s'est exercée pendant 48 ans sur le Portugal. L'historien Antonio Muñoz Sanchez est un spécialiste de l'histoire de la Révolution des œillets à l'Université de Lisbonne. Avant le 25 avril 1974, le Portugal vivait sous une dictature instaurée dans les années 1920 après un putsch militaire qui avait renversé une république démocratique très instable. En 1933, le régime crée officiellement ce qu'il a appelé le Nouvel État. 1933. L'Europe oscille entre la démocratie et la dictature. En Italie, Mussolini est à l'apogée de son pouvoir. En Allemagne, Adolf Hitler est nommé chancelier. Au Portugal, l'ancien professeur de finance António de Oliveira Salazar proclame l'Estado Novo, le nouvel État. Il s'appuie sur la censure et la police politique pour étouffer dans la violence toute opposition et freine le développement du pays qui reste pauvre et arriéré. Contrairement à l'Allemagne et à l'Italie, le régime survit à la Deuxième Guerre mondiale et au nouvel ordre européen, entre autres parce que le pays est resté neutre durant la guerre. Les îles portugaises des Açores suscitent l'intérêt des Alliés qui y implantent une base militaire stratégique pour l'aviation atlantique. C'est ainsi qu'en 1949, Salazar compte parmi les membres fondateurs de l'OTAN. En adhérant à l'OTAN pendant la guerre froide, le régime de Salazar assure sa survie pour longtemps. Mais à l'inverse des autres États européens, le Portugal ne veut pas céder ses colonies africaines. En 1961, les premiers mouvements de libération sont en marche. Après plusieurs siècles de domination et d'exploitation, les populations africaines se soulèvent contre un régime raciste et colonialiste particulièrement violent. Luis Costa Correia a vécu la guerre coloniale en tant qu'officier de marine en Guinée-Bissau. Je commandais un navire dont la mission était de convoyer des soldats et des vivres sur les fleuves de Guinée. On pouvait se faire prendre en embuscade par les rebelles à n'importe quel moment. C'était très éprouvant. Le nombre de victimes dans nos rangs ne faisait qu'augmenter. Et on se demandait à quoi ça rime. Qu'est-ce qu'on fait ici? La propagande assénait que la guerre coloniale était essentielle pour que le pays conserve son prestige. Mais à l'heure où l'Europe connaissait un boom économique, le Portugal ne faisait que s'appauvrir, parce que toutes ses ressources étaient consacrées à la guerre coloniale. En 1968, alors qu'il exerce le pouvoir depuis près de 40 ans, le dictateur Salazar meurt d'une attaque cérébrale. Marcelo Caetano lui succède à la tête de l'État et poursuit la même politique. Mais l'héritage de Salazar est désastreux. Un quart de la population est analphabète. Les conditions de vie sont les moins bonnes de toute l'Europe et la mortalité infantile est plus importante que partout ailleurs sur le continent. Les colonies font toujours l'objet d'une guerre sanglante. La durée du service militaire obligatoire est portée à 4 ans, la formation des officiers est accélérée. Le mécontentement s'accroît au sein de l'armée. La politique coloniale portugaise s'inscrit désormais dans un nouveau contexte mondial. Tandis qu'on mise sur la détente en Europe,
l'OTAN et le pacte de Varsovie s'efforcent d'étendre leur influence en Afrique. Daniela Munkel dirige les archives de la Stasi à Berlin. C'est une spécialiste des relations Est-Ouest pendant la guerre froide. L'OTAN pensait limiter l'influence soviétique en Afrique, étant donné que ces pays membres possédaient encore des colonies. Mais l'Union soviétique et l'Allemagne de l'Est ont apporté un soutien massif au mouvement de libération africain. Et bien sûr aussi dans les colonies portugaises. Le futur diplomate est-allemand Gerd Peukert étudie alors à Moscou à l'Institut des Relations internationales. Là-bas, il est de notoriété publique que le bloc de l'Est soutient les mouvements de libération communistes dans les colonies portugaises. Quand on étudiait à l'Institut des Relations internationales, on avait le gros avantage de pouvoir créer des liens avec des étudiants qui venaient des colonies portugaises. Et d'après ce qu'il disait, il existait en RDA des camps d'entraînement pour les membres des mouvements de libération. Les livraisons d'armes et l'aide militaire sur place étaient essentiellement fournies par l'Union soviétique. Grâce au soutien de Moscou, les mouvements indépendantistes résistent beaucoup mieux à la force militaire déployée par le régime portugais. Équipés d'armes soviétiques, les rebelles s'organisent et résistent de mieux en mieux à l'armée portugaise d'occupation. Les armes étaient fournies par le bloc soviétique. Entre autres, des missiles anti-aériens qui ont servi à abattre des avions portugais dès les mois de mars ou avril 1973. Mais le pouvoir colonial portugais bénéficie lui aussi d'un soutien actif en matière de logistique, d'armement et de munitions. Comment un petit pays sans moyens aurait-il pu mener une guerre sur plusieurs fronts dans des territoires situés à plusieurs milliers de kilomètres? Ça n'a été possible que grâce à l'aide de l'OTAN, dont le Portugal était un membre fondateur. Si l'Occident soutient militairement le Portugal, il cherche aussi à appuyer les forces démocratiques dans le pays. En Allemagne, le SPD intensifie ses relations avec un opposant charismatique, Mário Soares, qui vit alors en exil. Pendant son exil, Soares venait souvent en Allemagne fédérale solliciter surtout des aides financières. Et le SPD l'a alors encouragé à fonder un parti, parce qu'il ne disposait d'aucune structure pour pouvoir agir. Et c'est ainsi qu'en avril 1973, le Parti socialiste portugais a été fondé à Bad Münstereifel, dans un centre de formation de la fondation Friedrich Ebert. Ce qui deviendra l'un des plus grands partis du Portugal voit ainsi le jour un an avant la chute de la dictature. Le journaliste Alberto Arons de Carvalho était présent lors de la création du parti. Par la suite, Carvalho aura une activité clandestine à Lisbonne. La veille de la Révolution, il doit informer la direction du parti en exil de l'imminence du renversement du régime. Mais il est trop risqué d'appeler vers l'étranger. À l'époque, la Suisse était le seul pays d'Europe où on pouvait téléphoner au Portugal sans passer par un opérateur. Et on avait un militant du parti qui vivait en Suisse et qui pouvait appeler directement le Portugal. Je suis allé dans un café du quartier où je devais recevoir l'appel et j'ai attendu. Je savais déjà que le putsch aurait lieu cette nuit-là.
Et je ne savais pas comment expliquer ça au téléphone, de peur que la police nous entende. Le téléphone ne sonnait pas. J'étais désemparé. Je ne voyais pas comment fournir cette information. J'avais peur d'en dire trop. Et je suis reparti au bout de 5 ou 10 minutes. Et quand le contact a appelé, je n'étais plus là. Il ne parvient pas à communiquer la nouvelle du putsch, si bien que Mario Suarez et la direction du parti ne sont pas prévenus que le pays s'apprête à vivre un événement majeur de son histoire. Au cours de la matinée, le mouvement des forces armées prend le contrôle de Lisbonne. Peu à peu, les habitants se massent dans les rues et fraternisent avec les soldats qui ont pris le pouvoir. J'ai vu aussi des soldats patrouiller un peu partout, avec les mitraillettes prêtes à tirer, mais avec des œillets rouges plantés dans le canon des fusils. On raconte qu'une fleuriste avait apporté des bouquets pour une fête qui devait avoir lieu en ville. Mais les militaires étaient dans les rues. La fête avait été annulée et la marchande ne savait pas quoi faire de ces fleurs. Alors elle les a distribuées aux soldats. D'autres marchandes de fleurs lui emboîtent le pas et l'œillet devient le symbole de la révolution. Les habitants commencent à comprendre que le régime va tomber. Des dizaines d'années de répression s'achèvent enfin. J'ai passé toute la journée à la rédaction du journal, où des collègues nous envoyaient des informations de tout le pays. Et c'est de là que j'ai vu les locaux de la commission de censure être assaillis et en partie détruits. Le journal était presque en face. Quand les gens ont appris que Caetano se trouvait au quartier général de la Garde nationale, ils se sont rués là-bas pour assister à l'arrestation du dictateur. Personne ne voulait manquer cela. Ça a donné des images fantastiques. On sent l'émotion de tous ces gens. Ils savaient qu'ils vivaient un moment historique. On savait qu'on pouvait se faire tuer si quelqu'un se mettait à tirer. Ça aurait pu être la guerre civile, mais c'était un autre monde. Après une journée de siège, Marcelo Caetano se rend. Il quitte les lieux sous escorte et il est conduit dans une caserne aux portes de Lisbonne. La foule continue en direction du quartier général de la police politique, la PIDE. Le MFA ordonne à Luis Costa Correia d'organiser le transfert du pouvoir. Quand je suis arrivé, une grande partie de la foule s'était déjà déplacée. Les gens étaient allés manifester devant le quartier général de la police politique. Soit la direction de la PIDE n'a pas su contrôler ses agents, soit elle a ordonné de tirer. En tout cas, 4 manifestants ont été tués. Pour la première fois depuis le début du coup d'État, le régime riposte par la violence. La situation menace de dégénérer. On s'inquiétait aussi pour la sécurité des agents de la police politique, parce qu'ils risquaient de se faire lyncher. La pression de la rue était énorme. La foule criait, certains essayaient d'entrer à l'intérieur du bâtiment. À ce moment-là,
on a compris qu'un coup d'État pouvait déclencher une révolution. La police politique ne cède que le lendemain. Le dernier bastion de la dictature est tombé. Pendant 40 ans, elle avait été un terrible instrument de répression politique. La reddition du gouvernement est remise au général Antonio Despinola, ancien gouverneur militaire de Guinée-Bissau. Quelques mois plus tôt, il avait réclamé publiquement la fin de la guerre coloniale. Les militaires putschistes désignent Spinola comme président par intérim. À ce stade, on ignore encore comment la situation va évoluer. Les militaires entendaient seulement mettre fin à la guerre. Et ils ont été surpris de voir que cela avait déclenché une révolution. C'est la population qui a amorcé un processus politique qui allait devenir très compliqué. Les habitants sentent qu'ils vivent un moment historique. À Lisbonne, ils font bon accueil à des opposants au régime comme Mário Soares et Álvaro Cunhal. Soares rentre d'un exil passé à Paris, Cunhal à Moscou. Le 25 avril signifiait la liberté et tout ce qu'elle impliquait. La liberté de la presse, le retour des exilés, la libération des prisonniers politiques, mais aussi la fin de la guerre coloniale qui a coûté la vie à un grand nombre de Portugais. Le 1er mai 1974 marque le renouveau de la société civile. À Lisbonne, d'immenses manifestations ont lieu pour la première fois depuis la chute du régime. Já explorava isto há muito tempo, só agora é que foi acontecer. Não, eu sabia que tinha que arrebentar, não sabia era quando. Ela tinha que arrebentar porque estava muito mal. O povo português se tenha libertado dessa mesma opressão e sinta hoje, sinta nos últimos dias, uma alegria que é verdadeiramente indescritível. 100 000 personnes fêtent la liberté retrouvée et l'espoir d'un avenir meilleur. Le socialiste Mário Soares et le communiste Álvaro Cunhal sont acclamés à la tribune. Avec les représentants d'autres partis, ils devront mener le Portugal sur la voie de la démocratie. Tous les deux ont des alliés très déterminés, entre autres les deux Allemagnes. Essa vitória é do povo português. Au départ, on se trouve dans une situation marquée par le conflit Est-Ouest. Et cela ne fait que s'amplifier après la révolution des œillets qui a lieu au Portugal. La RDA rêve de fonder un État socialiste frère, tandis que la République fédérale souhaite placer un social-démocrate à la tête du pays. En RFA, un espion est-allemand est démasqué. La nouvelle provoque une crise politique qui oblige le chancelier Willy Brandt à démissionner. Les États-Unis sont en pleine guerre du Vietnam. Avec l'affaire du Watergate, le président Nixon est sur le point de se retirer. Moscou et Berlin-Est y voient une opportunité. Juste après le 25 avril, nous avons cherché à nouer des contacts entre les deux pays. Et on s'est appuyé sur les liens qu'entretenait déjà le Parti communiste est-allemand et le Parti communiste portugais. Le PCP, le Parti communiste portugais, s'impose rapidement comme une force politique déterminante. Para galvanizar as energias populares na defesa e na construção da democracia rumo ao socialismo. Le leader du parti, Álvaro Cunhal, cherche à instaurer un État communiste avec le soutien actif de l'Allemagne de l'Est.
Berlin-Est soutenait massivement l'appareil de propagande du Parti communiste et finançait l'impression du journal du PCP au Diario. De son côté, le dirigeant du Parti social-démocrate Mario Suarez tente de rallier les plus modérés au sein d'une démocratie occidentale. Mario Soares voulait ranger les socialistes portugais sous la bannière des socialistes et des sociodémocrates européens, y compris le Parti social-démocrate allemand. Cela cadre parfaitement avec les plans de Willy Brandt. Après sa démission du poste de chancelier, il use de toute son influence pour soutenir les forces démocratiques. Le Portugal et Mario Soares lui tiennent particulièrement à cœur. Insbesondere gilt mein Besuch einem Gedankenaustausch mit Ihrer Partei, Herr Minister, der Sozialistischen Partei Portugals, mit der sich die Sozialdemokratische Partei Deutschlands solidarisch verbunden fühlt. En octobre 1974, Willy Brandt se rend au Portugal et il apparaît désormais évident qu'il faut s'engager et soutenir le Parti socialiste pour empêcher qu'un communiste n'accède au pouvoir. Sur ce point, les grands partis allemands sont d'accord. Helmut Kohl à la tête de la CDU et Hans-Dietrich Genscher au FPD se concertent avec Willy Brandt et débloquent des fonds. La population a soif de démocratie, que ce soit dans la rue, dans les entreprises ou dans les partis politiques. Le pays a besoin d'une constitution, d'un parlement, d'un gouvernement élu par le peuple. Mais pour y parvenir, la voie n'est pas aisée. La Révolution portugaise marque une rupture très nette dans l'histoire du pays, quelque chose que personne n'avait anticipé. Et on ne savait pas où elle mènerait. Spinola, président par intérim, veut profiter de la vacance du pouvoir pour détourner le processus constitutionnel et se faire élire à la tête de l'État. Mais il échoue et doit démissionner. Le chef de l'état-major, Francisco Costa Gomes, est alors nommé à la présidence et poursuit le processus de démocratisation. Mais Spinola ne s'avoue pas vaincu. 6 mois plus tard, le 11 mars 1975, il organise un coup d'État armé avec des militaires conservateurs de droite. Luis Costa Correia est chargé par la MFA de négocier avec les putschistes de Spinola. Spinola avait un caractère très autoritaire. En Guinée déjà, en tant que militaire, il avait montré à quel point il pouvait être despotique. Au service de Spinola, un petit groupe de soldats tente d'occuper des positions stratégiques à Lisbonne. Spinola s'est laissé entraîner par certains officiers qui pensaient qu'il était temps de fomenter un coup d'État. Mais l'opération a été très mal préparée et a complètement échoué. Les insurgés sont trop peu nombreux et finissent par se rendre à la MFA, le mouvement des forces armées. Spinola s'enfuit et s'exile en Espagne. À la suite de ce putsch raté, le Portugal confirme son virage à gauche. Des médias importants sont désormais contrôlés par le gouvernement et des militaires de gauche. Les journaux appartenaient aux banques, mais les banques avaient été nationalisées. Et en mars 1975, la radio et la télévision publique se retrouvent aux mains du Parti communiste et de l'extrême gauche. Grâce à l'appui des médias, le pays pourrait se laisser convertir au communisme.
Les communistes espèrent instaurer un État socialiste en Europe occidentale. Bien sûr, cela constituerait un point d'ancrage idéal pour l'Union soviétique, ce qui est totalement inenvisageable du point de vue de l'Europe de l'Ouest. Cette éventualité sonne l'alerte dans toute l'Europe, et en particulier en Allemagne de l'Ouest. Et on se rend compte qu'il va falloir s'engager beaucoup plus activement pour contrer ce projet. À ce stade, la République fédérale se rend compte qu'elle n'a pas suffisamment de contacts sur place. Hans-Ulrich Bünger est alors envoyé à Lisbonne comme attaché d'ambassade afin de renforcer les liens avec la gauche modérée. Je suis arrivé à Lisbonne à la fin du mois de juin 1975. Dès le départ, j'avais mes entrées chez Mario Soares, le secrétaire général du Parti socialiste. Et lors d'une de mes visites, ce devait être fin juillet, à ma grande surprise, il m'a fait sortir sur le balcon. Il craignait qu'il y ait des micros et qu'il soit sur écoute. Il avait une peur terrible que les communistes recourent à ce genre de procédé. Forcément, on ne pouvait s'empêcher de penser que la RDA était derrière eux. Les communistes portugais bénéficient bel et bien de l'aide de la RDA pour mettre en place des services secrets sur le modèle est-allemand. La Stasi suit tout ce qui se passe au Portugal pour en informer la direction du parti et de l'État. Et ce travail de veille s'intensifie à cette époque. Il s'intéresse aux événements qui se déroulent au Portugal, mais aussi aux réactions de la République fédérale et du reste du monde. La RDA fait appel à la solidarité avec les communistes portugais. Un professeur d'université, Rainer Bettermann, décide alors de s'engager. Malgré les vieux slogans qu'on rabâchait en RDA et auxquels on ne prêtait plus guère attention, beaucoup de gens étaient prêts à s'engager pour agir concrètement. Bettermann décide d'aller enseigner l'allemand à Lisbonne, à la Société pour l'amitié Portugal-RDA qui vient d'être créée. Mais sur place, cette représentation est-allemande ne plaît pas à tout le monde. Au moment où je préparais mon départ, on m'a transmis un texte et une photo qui montraient les dégâts qu'un attentat à la bombe avait fait sur la bibliothèque de la Société pour l'amitié Portugal-RDA. Les collègues du ministère n'avaient ajouté aucun commentaire. Mais le message, c'était que ça comportait des risques. La Société pour l'amitié Portugal-RDA donne la possibilité à Berlin-Est de rapprocher des acteurs culturels des deux pays et éventuellement de les convertir au communisme. La RDA donnait l'image d'un système qui fonctionnait bien, très structuré. Je ne m'attendais pas à ce que ça intéresse autant les gens de savoir comment on peut bâtir une société. Pour l'Allemagne de l'Est, le fait d'être reconnu comme un modèle par les habitants d'un pays de l'Ouest, c'était un très bon point, parce que ça ne s'était encore jamais produit. À l'Ouest, la RDA avait toujours une image très négative. Et jusqu'au début des années 70, elle a toujours souffert de ne pas jouir d'une reconnaissance internationale. En République fédérale allemande aussi, la révolution portugaise suscite un grand enthousiasme. Pour les 68 arts ouest-allemands, le Portugal devient un lieu rêvé où une autre société est possible. À cette époque, Regina Urban est étudiante en didactique. Elle milite à la Ligue communiste, un groupe maoïste issu du mouvement étudiant. Comme beaucoup de ses compagnons, elle est très attirée par le Portugal.
On est parti au Portugal avec l'envie d'apporter notre aide et de soutenir les camarades portugais. Les routes pour aller à Lisbonne étaient pleines de virages. Il a fallu traverser les montagnes et il n'y avait pas d'autoroute. Et puis on a traversé le pont pour rejoindre Lisbonne. Et après, on a participé à une manifestation vraiment extraordinaire. Dans les mois qui ont suivi le renversement de la dictature, on voit dans les rues ce qui se produit quand la société civile se réveille. Après avoir été soumis à la répression pendant plus de 40 ans, les habitants veulent maintenant prendre part aux décisions politiques. Les gens participaient aux activités de coopératives ou d'associations d'habitants, ou alors ils s'engageaient politiquement dans un syndicat, ce qui était totalement impensable jusque-là. Le Portugal était métamorphosé. De nombreux intellectuels de gauche, au Portugal mais aussi dans toute l'Europe, y voient l'espoir d'une nouvelle possibilité de vivre ensemble qui ne serait plus liée au capitalisme ou au socialisme réel. J'ai été très étonnée de voir comment ces gens se comportaient, comment ils vivaient, comment ils discutaient ensemble, comment ils s'engageaient pour leurs droits. Ça m'a fascinée. J'ignorais tout cela. Je ne connaissais la Révolution qu'à travers les livres. Au Portugal, les syndicats sont les principaux porte-voix du changement. La RDA est en lien étroit avec l'Intersyndicale, le plus grand syndicat du pays, et avec le Parti communiste. La République fédérale, elle, concentre ses activités sur le Parti socialiste et l'Union générale des travailleurs, proche du parti. Jamais dans l'histoire récente, un pays étranger n'a autant aidé un parti politique parce que ce dernier pouvait jouer un rôle stratégique pour contrer une évolution politique. En l'occurrence, la possibilité que le Portugal devienne un pays communiste. On ne sait pas exactement à combien se monte cette aide financière. De nombreuses transactions ont dû se faire secrètement car, au moment où les banques ont été nationalisées, les politiciens ouest-allemands craignaient que l'argent n'arrive pas dans les bonnes poches. Ils ont alors cherché des solutions alternatives. L'argent est convoyé au Portugal de façon rocambolesque. Il circule dans des valises. Ces histoires de valises remplies de billets, je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, je ne peux pas le confirmer. J'ai entendu dire beaucoup de choses, mais je n'en sais rien. En tout cas, personnellement, je n'ai jamais passé le moindre centime. Au Portugal, les socialistes gagnent en influence, en partie grâce au soutien financier allemand. Il n'y a que dans l'Alentejo, dans le sud du Portugal, que les communistes sont majoritaires. Ici, les grands propriétaires terriens ont été expropriés. Ce sont désormais des coopératives agricoles qui exploitent les terres. La réforme agraire est un thème central de la transformation socialiste. Le Portugal était un pays très pauvre et dans les campagnes, il existait encore des structures sociales très archaïques. Or, la révolution n'est pas seulement venue d'en haut. Elle a été portée et soutenue par tout un mouvement social. Et il allait en faveur d'une amélioration des conditions de vie et d'une redistribution des terres. Ce mouvement agricole est relayé jusqu'en Allemagne de l'Ouest, où des étudiants de gauche décident de soutenir activement les paysans portugais de l'Alentejo. Parallèlement, la RDA et d'autres pays du bloc de l'Est livrent des tracteurs et des semences. L'Alentejo devient un champ d'expérimentation entre le capitalisme et le socialisme. À l'époque, partir travailler dans une coopérative de l'Alentejo, je crois qu'on aurait trouvé ça trop romantique. Le journaliste et défenseur des droits humains Günther Wallraff fait partie de ces volontaires.
En 1975, il passe plusieurs mois dans le sud du Portugal, dans une coopérative agricole. Moi, je ne savais pas du tout cultiver les champs, mais j'étais là pour voir de mes yeux ce qui se passait réellement. Parce qu'à la radio, on n'arrêtait pas d'entendre qu'il y avait des tentatives de renverser cette révolution pacifique. Dans le nord du pays, la révolution et les expropriations qui l'accompagnent se heurtent à une violente opposition des forces conservatrices. Certaines veulent restaurer les vieilles structures par la violence. Avec sa collègue Ella Schlumberger, Günther Wallraff décide de mener l'enquête. Ils se rendent dans un des bastions de la droite extrême et se font passer pour des marchands d'armes. On est entré dans un petit bistrot. Et comme par hasard, il y avait là un type d'allure assez militaire. Et il avait un berger allemand. Il se trouve qu'Ella a grandi avec des chiens. Et elle s'est mise à jouer avec le berger allemand. Son maître s'est approché de nous et a demandé qui on était et ce qu'on faisait ici. Et à ce moment-là, j'ai pensé que ce type avait peut-être des contacts. Parce qu'on savait que dans ce coin, il y avait des gens de la droite radicale très actifs. Alors j'ai répondu, on veut vous aider. De quoi vous avez besoin pour la logistique? Des armes? On a pu monter 2 ou 3 niveaux dans la hiérarchie du groupe. Et à chaque fois, on nous demandait par qui on était missionné. Moi, je répondais, désolé, je ne peux pas donner son nom. Dans notre pays, il n'y a qu'un seul homme politique aux convictions assez fermes pour soutenir ce genre d'action. Mais je ne citerai pas de nom. Les interlocuteurs de Wallraff pensent avoir affaire à 2 envoyés du président de la CSU, Franz Josef Strauss, qui entretient d'excellents rapports avec les cercles ultra-conservateurs portugais. Plus les 2 journalistes infiltrent le réseau d'extrême droite, plus ils comprennent que ces gens sont déterminés à passer à l'action. Ils disaient les choses très clairement. Même si ça doit coûter des vies humaines, on doit le faire pour notre cause. Et je pense que si on avait été démasqué, on aurait très bien pu y laisser notre peau. Le Portugal traverse alors la période la plus troublée de la Révolution. À côté des communistes soutenus par le Bloc de l'Est et des autres partis appuyés par l'Ouest, les groupes de la droite radicalisés agissent dans la clandestinité et gagnent en influence. Nous abordons ici l'été chaud de 1975, un moment où, vu de l'extérieur, le Portugal semblait au bord de la guerre civile. Les sièges du parti et les cabinets d'avocats pro-communistes étaient victimes d'attentats, d'assassinats et d'incendies criminels, partout dans le pays. Les groupuscules d'extrême droite cherchent à déstabiliser le pays et multiplient les attaques et les attentats à la bombe. Durant l'été 1975, des dizaines d'institutions de gauche en font les frais. Le recours à la violence vise à intimider les opposants politiques. Dans les mois qui suivent, les alliés des communistes portugais sont aussi pris pour cible. Je travaillais en lien étroit avec un jeune homme qui venait de Cuba. Mais à ce moment-là, un attentat a été commis contre l'ambassade cubaine. Et on l'a retrouvé parmi les victimes. On avait un sentiment d'impuissance. D'où venait cette haine? Le début de la révolution s'était passé de façon très pacifique. D'où venait cette hostilité? Le Portugal se déchire dans la course au pouvoir. Le camp le plus à gauche de l'armée prend les armes
et improvise un coup d'État le 25 novembre 1975. Des unités occupent les rues, les casernes et la radio. Mais les principaux politiciens de gauche ne croient pas à son succès. Le Parti communiste n'a pas soutenu le putsch parce qu'il lui semblait évident que ce serait un désastre sur le plan militaire, stratégique et politique. Dans l'armée et le milieu politique, le courant modéré est en position de force. Le coup d'État échoue. Après le 25 novembre 1975, le balancier repart vers la droite. Cette fois, c'est clairement la fin de toutes les expériences de gauche. La droite extrême y voit une nouvelle opportunité et poursuit sa stratégie de terreur. Une opération est planifiée par un groupe d'hommes exilés en Espagne, avec des armes fournies par l'Allemagne de l'Ouest. De retour en RFA, Günter Wallraff doit rencontrer leur chef pour négocier une livraison d'armes. On était à l'aéroport. Des collègues du magazine Stern avaient posté des photographes à différents endroits. Mais on ne savait pas qui on allait rencontrer. Et c'est alors qu'on a vu arriver un homme avec le col relevé et des lunettes de soleil. Et voilà qu'il enlève son manteau, retire ses lunettes et qu'il ajuste un monocle sur son œil. Je ne pouvais pas y croire. Je me demandais si j'étais dans un film ou si c'était un piège. C'était insensé. Le général Spinola en personne, le symbole de la révolution des œillets. Et c'était leur chef? Non. L'homme qui avait assuré le pouvoir avec une branche militaire de gauche au début de la Révolution et qui avait engagé le Portugal sur la voie de la démocratie avait changé de camp. Le général Spinola rêvait de revenir au pouvoir. Et tandis que le processus révolutionnaire suivait son cours, lui s'était rallié au groupe de droite et d'extrême droite. Pour jouer son coup final, il cherche maintenant de l'aide en Allemagne fédérale. On entame une discussion et il finit par nous dire de quoi il avait besoin. Ce qu'il voulait, c'était des armes de l'OTAN, parce que le plan du putsch était déjà prêt. Mais il manquait encore des armes pour l'exécuter. Ensuite, on a reçu la liste des opérations terroristes. Pour chacune d'entre elles, il était précisé quels attentats avaient déjà eu lieu. Et aussi ceux dont ils avaient encore besoin pour déclencher le putsch. Günter Wallraff rend l'affaire publique. Franz Josef Strauß doit répondre devant le Parlement de ses liens avec Spinola. L'affaire aura de grosses répercussions, également pour Wallraff. Après que j'ai dénoncé le putsch, mon bureau a été incendié. J'ai reçu des menaces de mort, dans lesquelles on me disait que je m'étais occupé de choses qui ne me regardaient pas. Et que si ça se reproduisait, on s'en prendrait à ma famille. Mais il ne se laisse pas intimider. Le général Spinola est expulsé au Brésil et son réseau portugais est démantelé. Le besoin de stabilité ressenti par la population donne l'avantage aux forces modérées et les politiciens soutenus par l'Ouest gagnent en crédit. Enfin, l'aide économique des pays occidentaux sauve le pays de la banqueroute. Le discours des pays occidentaux, c'était « Nous voulons que le Portugal devienne une démocratie et connaisse un essor économique. Et nous sommes prêts à le soutenir financièrement. Mais nous ne financerons pas un État qui se construit sur le modèle communiste. » Dans l'autre camp, l'Union soviétique retire son soutien aux communistes portugais. Les blocs de l'Est et de l'Ouest viennent de jeter les bases d'une coexistence pacifique
en signant le 1er août 1975 les accords de la conférence d'Helsinki. La politique de détente prime sur l'édification d'un Portugal socialiste. Le processus d'Helsinki était en route. Le monde connaissait une période de dégel, et c'était le plus important. Le rêve n'a duré que le temps d'un été. Après ça, le Portugal a repris la voie de l'intégration dans les institutions démocratiques d'Europe de l'Ouest. Le 25 avril 1976 sont organisées les premières élections libres du Parlement. Elles ont lieu exactement 2 ans après la chute de la dictature. Près de 6 millions de Portugais se déplacent pour voter. La participation atteint 84%. Ce sont finalement les socialistes qui l'emportent. Mário Soares est nommé Premier ministre. Le général Antonio Ramalho Eanes, qui fait partie des forces modérées, est élu président. Cette fois, le pays a achevé sa transformation en devenant une démocratie. C'est l'Occident qui s'est imposé, c'est clair. Le Portugal honore la promesse de la Révolution. Les colonies obtiennent l'indépendance. La Révolution a apporté la démocratie au Portugal, et donc une identité, une culture politique très égalitaire. La Révolution des œillets a également marqué de son empreinte la Constitution, qui garantit aux citoyens le droit à un logement et à la santé publique. Le 25 avril 1974 a commencé la longue marche vers la démocratie et l'intégration européenne. Ça a contribué à raffermir les démocraties d'Europe de l'Ouest. Quand un pays suit un long processus de transformation et s'ancre finalement dans une démocratie de type occidental, c'est un symbole fort. La Révolution portugaise a laissé des traces, à la fois sur la scène politique internationale et dans le cœur de tous ceux qui l'ont vécu. Les 2 plus beaux jours de ma vie, ce sont le 25 avril 1974 et le jour de la naissance de mon fils. La Révolution nous a surtout apporté la liberté. La liberté de parler librement, de dire ce qu'on pensait. La liberté a une saveur unique. Et c'est un sentiment fort qui transforme la vie des gens.